مرحبا بكم. Au programme de l'émission, le plus beau joyau de Casablanca est la troisième plus grande mosquée du monde et la somptueuse vitrine de l'artisanat marocain. Depuis 40 ans, tous les Arabes vibrent au son du groupe mythique Nas El Riwan. Dans 40 ans, ils vibreront encore. Aïcha Ekchena combat l'un des tabous les plus tenaces au Maroc. Des milliers de familles lui doivent beaucoup. Il y a 10 ans, le poste le plus en vue des médias marocains était confié à une toute jeune femme qui est restée en poste et qui est restée jeune. Mais pour commencer, le photographe Abdeljalil Bounar nous fait découvrir l'âme de Casablanca, toute contenue dans les vieux murs de sa première médina. Casablanca est la plus grande ville du Maroc. Tout au long du XXe siècle, son développement rapide en a fait un vaste laboratoire d'architecture. Le photographe casablancais Abdeljalil Bounar, un amoureux de sa ville, nous fait découvrir ce riche patrimoine. La journaliste Yasmine Khayat est une vraie Casablancaise, née à Casablanca. Ah, Casablanca, elle surprend toujours. Hein. Le photographe Abdeljalil Bounar est encore plus casablancais que la journaliste Yasmine Khayat, puisqu'il est né à Casablanca au moins 20 ans avant elle. Et pourtant... Vous m'avez dit qu'il n'y avait pas de Casablancais. C'est vrai, il n'y a pas de vrai Casablancais. Monsieur Bounar est un homme sage et il en connaît un brin sur Casablanca. Il lui a d'ailleurs dédié son beau livre « Anfa, Dar el Baïda, Casablanca », 3 noms, une seule ville. Un monument d'édition qu'il a mis 21 ans à composer, un pavé de 3 kilos que nous avons transporté dans nos longues marches à travers les rues de la ville comme un guide Michelin pour haltérophiles. Ce livre sera précieux pour nous aider à comprendre la métropole du Maroc que les Casablancais surnomment affectueusement l'Ogresse. Casablanca, un mot espagnol qui signifie maison blanche, Dar el Baïda en arabe, a connu un essor fulgurant au XXe siècle. Et cette métropole vibrante livre bien peu de secrets de son histoire ancienne. 40 586, ça c'est dans le calendrier hébreu. Non, ça c'est un numéro pour les télécoms. À l'origine, qu'était Casablanca? Est-ce que c'était un port? Est-ce que c'était une place marchande? Est-ce que c'était une médina? C'était un port, une place marchande et une médina. Le livre et son auteur nous ont d'abord conduits à travers la vieille médina de Casablanca que nous avons parcourue en partant du port. C'est Bab el-Marsa, porte de la marine. C'est d'ici que le blé partait de Casablanca au XIXe siècle. Et c'est de cette porte-là que venaient les nouveautés sur Casablanca. Peut-être l'une des dernières portes. Oui, malheureusement, c'est la seule qui reste dans son état authentique. C'est par ici que les troupes françaises ont attaqué Casablanca. Au début du XXe siècle, toutes les puissances coloniales avaient des visées sur le Maroc. Ces appétits excitaient les rivalités entre la France et l'Allemagne, rivalité qui allait dégénérer quelques années plus tard en une première guerre mondiale. Déjà en 1906, l'acte d'Algésiras garantissait la prééminence de la France sur le royaume chérifien, et les Européens, attirés par les terres fertiles de l'arrière-pays casablancais, commençaient à envahir le Maroc, à la plus grande inquiétude des Marocains. Ces étrangers, qui n'étaient pas soumis aux lois nationales, s'emparaient des richesses naturelles et faisaient exploser les prix des denrées vitales, bouleversant la vie des autochtones. En 1907, 9 ouvriers européens trouvèrent la mort dans l'attaque d'un chemin de fer construit pour servir une société française. En représailles, la France bombarda la vieille médina de Casablanca, faisant des milliers de victimes et franchissant un pas décisif vers le contrôle absolu du pays, contrôle qui sera entériné en 1912 par l'établissement officiel du protectorat français au Maroc. Le général Lyautey prenait la direction des affaires du pays. Après lui, 42 000 Européens s'installaient en moins de 2 ans à Casablanca, ébranlant les vieux murs de la Médina qui n'avaient guère bougé depuis 100 ans. À la différence des autres coloniaux, Lyautey voulait préserver les coutumes des indigènes et aussi protéger leur patrimoine architectural auquel il était sensible. Pour cela, il pensa contenir les Marocains dans la sécurité de leurs vieux murs et laisser les Européens en dehors des Médinas. Certains d'entre eux deviendront de très grands propriétaires terriens. Le général Lyautey, membre de l'Académie française, proche de Jean Cocteau et de Marcel Proust, se piquait aussi d'architecture et nourrissait pour Casablanca la vision d'une grande ville moderne. Il se mit à dessiner lui-même le plan de sa ville idéale,
ignorant absolument que c'était précisément le métier d'une toute nouvelle catégorie de professionnels, les urbanistes. L'un des pères de cette nouvelle science, le français Henri Prost, lui fut présenté. Comme pour le baron Haussmann et l'empereur Napoléon III, il y eut entre les deux hommes un coup de foudre artistique qui allait durer plus de 10 ans et donner naissance aux deux premiers grands laboratoires d'urbanisme du monde moderne, Rabat et Casablanca, les deux plus grandes villes du Maroc. Ici, juste en face résidence du général Lyautey. Et c'est d'ici que le général Lyautey, de son balcon, c'est-à-dire de sa baie vitrée, supervisait les travaux du port de Casablanca. Toute l'histoire du protectorat, elle prend son départ d'ici. L'histoire du protectorat français se termine en 1956, quand le Maroc retrouve son indépendance. La ville de Casablanca continuera à faire preuve d'audace, avec de grandes réalisations architecturales dignes de son statut de métropole. Deux ensembles en témoignent. Le Twin Center de l'architecte espagnol Ricardo Bofill, symbole du dynamisme économique des Casablancais, et la mosquée Hassan II, symbole de leur piété. Dans les années 80, feu Sa Majesté le roi Hassan II a mobilisé son peuple autour d'un rêve, celui de construire une mosquée qui serait la grandiose vitrine de l'artisanat marocain. Aujourd'hui, la mosquée Hassan II est le monument le plus célèbre de Casablanca. Les plus grandes constructions du passé racontent toute la souffrance des hommes qui ont sué sang et eau pour satisfaire les lubies de leurs souverains, y laissant souvent leur vie. Par sa démesure, cette mosquée se compare aux pyramides d'Égypte ou même au chemin de fer transcanadien. Mais elle raconte une autre histoire, celle de la renaissance du Maroc sous le règne du roi Hassan II, décédé en 1999, la même année que l'architecte français Michel Pinceau qui en a conçu les plans. Le trône de Dieu était sur l'eau, dit un verset du Coran, et c'était l'emplacement de l'ancienne piscine municipale, sur un terrain arraché à l'océan, que repose le plus grandiose monument laissé à son peuple par un souverain alawite. On pourrait psalmodier les statistiques hallucinantes qui entourent la mosquée Hassan II, troisième plus grande du monde après celle de la Mecque et de Médine, avec son minaret qui dépasse en hauteur tous les autres monuments de toutes les religions confondues. Nous nous contenterons de dire ici que cette splendeur est le fruit d'un pacte entre un peuple et son roi. Financée en majeure partie par une souscription publique, la mosquée Hassan II, construite avec la société française Bouygues, a été décorée par des dizaines de milliers d'artisans provenant des quatre coins du Maroc. La piété des Marocains n'a d'égal que leur talent. La mosquée Hassan II est d'abord et avant tout une œuvre d'amour. Pas besoin de chiffres pour la comprendre, il suffit de la voir. En un siècle, la population de Casablanca a été multipliée par 2500. Quand M. Bounhar nous dit qu'il n'y a pas de vrais Casablancais, nous sommes perplexes. Qui sont alors ces milliers de personnes que l'on voit aller et venir dans tous les sens dans les rues de la ville? Des touristes? Des extraterrestres? Des figurants de Ouarzazate? Des Néréides qui retournent à la mer après avoir tourmenté les mortels? Avec mes recherches, j'ai découvert une dizaine, voire 12 noms de famille vraiment casablancais. Je n'ai pas voulu le marquer sur le livre parce que quand on pense qu'au début du siècle, il n'y avait même pas 1000 personnes, 20 000 à tout casser. Donc, entre 4 à 5 millions maintenant. Donnez-nous quelques-uns de ces noms Non, typiquement. aucun. Je ne peux pas le dire comme ça. Hein. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que quelqu'un ou qu'une famille s'approprie Casablanca. Ça n'appartient à personne. C'est la ville qui dit « Marhaba bikoum ».
C'est comme ça que Casablanca a grandi. Celui qui est dans le bled, qui ne trouve pas de travail, il vient sur Casablanca. Et c'est comme ça qu'en à peine 100 ans, la ville a passé de 1000 habitants à 4 ou 5 millions d'habitants. Tout à fait, hein. Ça n'arrêtera pas. Casablanca est la ville privilégiée pour l'exode rural. Et ceci ne changera pas, ni aujourd'hui ni demain. Tout ce qui arrive, welcome to everyone who comes. Si vous trouvez déjà M. Bounhar sympathique, votre intuition est juste et son invitation est tentante. Mais avant d'immigrer à Casablanca et de nourrir encore un peu plus l'ogresse, souvenez-vous que nous sommes au Maroc, un pays solidement attaché à ses traditions et qu'il faut connaître ses codes. M. Bounhar nous livre celui qui fera de vous un vrai Casablancais. Les gens qui émigrent du bled vers Casablanca, soit ils deviennent supporters du Raja, soit ils deviennent supporters du Wahab. Et là, ils s'intègrent automatiquement, ils deviennent Casablancais. Le Wydad Athletic Club, ou WAC, et le Raja Club Athlétique, ou RCA, sont les deux principales équipes de foot de Casablanca, qui s'affrontent dans les grandes occasions devant les 80 000 spectateurs du stade Mohamed V. Les verts Raja et les rouges Wydad suscitent les plus grandes passions dans la métropole, dont l'histoire s'est écrite avec ces deux équipes. Elles ont toutes deux été fondées pendant le protectorat par des Marocains opposés à l'occupation française. On a dit que le Wydad jouait à l'européenne et que le Raja s'inspirait du style latino-américain, plus près de la personnalité marocaine. Il semble en tout cas que chacun des deux clubs rallie sous sa bannière exactement la moitié de la population casablancaise. Il y a des Non, disputes, des bagarres dans la même famille parce que le père est Wydadi, la mère est Rajaoui. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Par exemple, si le fils est Rajaoui et le père est Wydadi, et par malheur le Raja a battu le Wydad, le fils ne dort pas à la maison la nuit, hein, je vous assure. Et vous, qui va votre allégeance? Ah, moi, je suis pour Casablanca. Ni Ouak ni Raja, à tous les deux. Alors quand les deux clubs jouent l'un contre l'autre, ils se disent pourvu que personne gagne, pourvu qu'ils perdent tous les deux, comme ça il n'y aura pas de malheureux. مرحبا بكم معنا فضاء التاريخ اللي كنفتحوه معكم كل يوم أربعاء على أصوات، حكايات مغربية اللي كتفتح معكم صفحات من تاريخ بلادنا. واليوم عندي لكم تاريخ الدار البيضاء كيعاودوا لكم عبد الجليل بونهار في هذا الكتاب اللي سماه انفا دار البيضاء كازابلانكا 3 نو اون سول فيل، مدينة اللي عندها 3 ديال الأسماء. بالنسبة لك سي عبد الجليل بونهار، فين كتبدا الدار البيضاء وفين كتسالي؟ والدار البيضاء مع مرأة تبدا ومع مرأة تسالي. يعني الدار البيضاء تبدا من مدينة أنفلق العتيقة العريقة اللي كانوا فيها القرطاجيين حتى الآن اللي أصبحت يعني من أكبر مدن شمال إفريقيا ومن أهم المدن في إفريقيا. Tout comme il existe deux manières de se tromper, disait Victor Hugo, il y a deux manières de visiter Casablanca, avec ou sans hélicoptère. La métropole du Maroc est née au bord de la mer. À la différence de Rabat ou de Tanger, elle ne lui a pas tourné le dos, elle lui ouvre plutôt ses bras immenses. Pour bien apprécier le microcosme grouillant de la vieille Médina de Casablanca, berceau de la ville, nous avons choisi la manière piétonne, avec le meilleur guide qui soit, le photographe Abdeljalil Bounar et son lourd tribut de 375 pages qui rattache partout le passé au présent. Nous, sur le plan, on est ici. Ben là, on arrive devant la mosquée Ould al-Hamra, une des plus anciennes de Casablanca. Elle date de 1204 de l'Hégire. Hein. Donc elle a 200 ans et quelques. Elle se retrouve sur toutes les vieilles cartes postales. Hein. C'est ici que tout Casablanca a été vendu. Tous les terrains de Casablanca. Ça, c'était la place du commerce. Et ça, c'était français, donc? C'était français, anglais, italien, C'était espagnol. déjà le signe de cette invasion. Tout à fait, tout à fait. Que le Maroc allait connaître au XXe siècle. Ça, c'est l'entrée principale du consulat d'Espagne. Ça, c'est le consulat belge. Cette maison construite par le Marzen avait été cédée en 1902 au gouvernement allemand pour y installer son consulat.
Et là, c'était le salon de coiffure de l'Espagnol Gomez. Là, on arrive sur la fameuse rue. La rue Gnawa, non loin de la rue Commandant Provost. Tout à fait, hein, tout à fait. Là, c'est des anciennes maisons. Et là, on est dans le vieux Casablanca, carrément. Et là, on arrive sur les saints protecteurs de la ville. C'est l'Al-Lataja, c'est son tombeau, son sanctuaire. Cette femme-là, c'était parmi les premières dames qui ont fait un mouvement de révolution, de résistance contre la France. C'est la fameuse maison des Israélites Malka, l'une des très très belles maisons de la Médina. À côté, c'était un très bel édifice qui appartenait à la bourgeoisie européenne, mais malheureusement, hein, comme vous voyez, hein, il n'y a aucun entretien et c'est presque En ruine. en ruine. Hein. Est-ce qu'on peut dire que c'est un hommage que vous rendez à la ville de Casablanca? Oui, c'est un hommage, c'est une réponse à d'autres livres qui donnaient une image édulcorée de Casablanca. Ce qui m'a motivé, c'est qu'on reproche tellement à la ville et aux dirigeants de la ville quand c'est le citoyen qui est responsable, parce que tout le monde s'en fout. Je suis le président de l'association Bab el-Mressa. Monsieur Hatim Jbili travaille le bois d'œuvre, denrée rare dans ce pays de céréales, mais il aime la pierre aussi. Et le premier travail que j'ai fait, c'est de décaper ces portes-là, ces arcades-là. Parce que ces portes-là, c'est à base de la pierre jaune qu'on ne trouve plus. Le minimum, ils ont un siècle. Sans avoir lu le livre de Monsieur Bounhar, Monsieur Jbili fait déjà quelque chose pour l'embellissement de sa ville, au grand plaisir de notre ami photographe. Son entreprise de menuiserie est logée dans ce qui servait autrefois de magasin pour l'entreposage des marchandises destinées à l'exportation, avant l'aménagement du grand port de Casablanca, avec ses entrepôts surdimensionnés. C'est l'atelier de mon père, Allah yarhamou. Imaginez les affaires juteuses qu'on pourrait réaliser dans ce magnifique local en y installant un café branché ou encore un restaurant gastronomique. Ce que les gens ne savent pas que c'est l'ancienne Médina. On a pas mal de gens qui travaillent ici. Il y en a, je pense, des milliers de travailleurs ici. On va dire non, il faut arrêter tout, il faut faire que des cafés, des restaurants, non. Monsieur Jbili a certainement raison. En fait, Monsieur Jbili a probablement toujours raison. Moi, je pense que c'était construit ici en 1890. Non, pas possible. Yasmine Khayat est journaliste. Elle flaire un beau scoop ici. Moi, j'ai vu une photo, excusez-moi, j'ai vu une photo de 1880 où il y avait des Grecs, des Espagnols, des Français, tout ça. La plus ancienne photo dont j'ai connaissance, c'est 1889. S'il y a une photo de 1880 sur Casablanca, vous voyez, ça c'est 1889. Et moi, j'ai jamais vu une photo. Je peux vous la... Alors j'aimerais bien vous la ramener. On se revoit demain. C'est un monsieur Falandry qui est très passionné par Casablanca, par l'histoire de Casablanca. Des passionnés de Casablanca, il semble qu'il y en ait au moins 4 ou 5 millions dans cette ville. En fait, tous ceux qui aiment Casa l'habitent déjà. C'est normal, ils ne pourraient pas vivre ailleurs. Et toutes ces vieilles façades qui témoignent du brassage des cultures cachent d'incollables historiens prêts à jouer leur vie sur leur certitude. Bien, on était en train de nous entretenir avec M. Bounhar lorsqu'une dame, la dame qui nous regardait par la fenêtre, nous a cité le nom d'une ancienne émission qui faisait le tour des villes du Maroc qui s'appelait Dakirat el-Moudoun et qui était diffusée sur la RTM, donc la première chaîne. Et cette dame nous a dit, est-ce que vous faites mémoire des villes ? Et je lui réponds que non. Et on lui dit qu'on était en train de faire un documentaire sur la ville de Casablanca. Hein?
Alors elle dit, mais ici c'est la première porte de la ville de Casablanca. Et puis tout de suite après, M. Bounhar lui dit, ah bon, d'où tu tiens ça? Alors la bonne femme elle lui répond, et toi d'où tu es? Alors lui dit, moi je suis de Casablanca. Elle lui dit, alors d'où de Casablanca? Alors il lui répond, je suis de Drb Sultan. Je dis, ah bon, tu viens de Drb Sultan, et donc la nouvelle Médina, tu viens de l'extension de la Médina, et tu veux nous apprendre l'histoire de cette ville. Pour tenir aussi fièrement tête à l'inébranlable M. Bounhar, cette dame était certainement une pure casablancaise. Elle est de Tanger. Assiégée par M. Bounhar, qui l'a pressée de questions, la brave tangéroise appela son mari en renfort. Première porte à Casablanca. De quelle autorité peut bien parler ce Tangérois qui porte les couleurs du Barça de Barcelone alors que nous sommes au pays du Wydad et du Raja? Appelle-moi ça. On va... Ah, attendez, non, on ne peut pas dire première porte de Casablanca. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Quand on regarde cette image-là, toute cette partie-là, on en parle, on est là ici. Il n'y a pas de porte, il n'y a pas de maison. Salam alaikum. Salam alaikum. C'est la rue d'enfant. Je sais. حيت هاد الشيء هادو ديور جدي. D'accord. غادي نعطيك التاريخ ديال هنا كله. مولاي حفيظ العلوي اول خليفه في الدار البيضاء اللي كان مع سيدنا. هذا هو الحاج العربي بوعلان الدكالي اللي كان السكرتير ديال سيدنا بارتيكولي اتاسيو سامازيتو لو روا حسن الثاني. تيدوز ملي كان برنس هو وخوه هو المرحوم مولاي عبد الله تيدوزو من لهنا تيجي عنده حيت صديق ديالو قرا معاه. هذيك دار الدبلالي. الحاج محمد بن جلول شوكولا بريمي مينيستر ديال الشباب والرياضه ديال لاجونيس دي سبور. اش من عام هادشي كله؟ هادشي في التاريخ من الملك ملي كان ديك الساعه. بلاتي الملك الحسن الثاني رحمه الله اش من عام خد الحكم؟ 61. 61 ايوا 61 قبل ما يكون 61 ملي كان ولي العهد كان هو البريزيدون دونور ديال الوداد. صافي. والمؤسس ديال الوداد هو الحاج محمد بن جلول. بن جلول. واش كان غير بريزيدون مي البريزيدون دونور شكون؟ هو الحسن الثاني اللي كان ولي العهد. وراه من هنا تيدوز من هنا والاسامبلي جينيرال عند الحاج محمد بن جلول. Ce monsieur connaissait certainement très bien Casablanca et il avait raison d'en être fier. Mais personne ne peut connaître Casablanca mieux que le photographe Abdeljalil Bounhar. انا كتبت هذا الكتاب هذا التاريخ ديال الدار البيضاء. عندي 12 عائله اللي لقيت في البحوث ديالي هما اللي كانوا في الدار البيضاء القدامى. ما بغيتش نقولهم. لا انا نعطيك سميات. انا نعطيك سميات. شحال ما بغيت نقلق حتى شي واحد. لا انا نعطيك سميات. ها نعطيهم. ولكن خارج الكاميرا. لا يخليك. من الافضل. صافي. حيت دابا شوف لا دابا الله يجزيك السي قدير الله يجزيك بخير. حيت دابا ملي جا للدار البيضاء حنا تنقولوا مرحبا به. حيت الدار البيضاء ديال ما حتى واحد كانوا فيها 12 عائله اللي كانوا محسوبين على الاصبع 12 عائله 12 عائله. انا بغيت نقول لك السميه نقولهم. لا خارج سيدي بلا ما خلي هذه دابا زيدي. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. هذه الزوجه ديالي. انا غنشدك اجي في ايام الحوادث ضرب السلطان الحبوس. شكون هو الخليفه؟ 25 عام هو خليفه في الحبوس. بوبكر القدميري. عمي. القهوه القدميري اللي كان عمي خليفه بوبكر. عمي انا قدميري من ديال سيدي عمر. Kedmiri. Mais d'où peut bien venir ce nom? Monsieur Bounhar avait trahi malgré lui l'un des 12 noms qu'il s'était promis de taire. Mais il restait encore une importante question à régler. Moi, en tant que Casablancais, et vous êtes Casablancais, pourquoi cette tenue de Barça et non pas du WAC ou du Raja? Du Raja, s'il vous plaît, il porte la couleur du Raja. لا بلاتي عمي عبد الحق سي لونترينور دو واك. قدميري عبد الحق لونسيان اونترينور اللي مات كريس كاردياك في الكار.
فجاي مع الوداد من اكادير مات سافواتور بقات ليا لهي عمي. C'est sa voiture. Non, mais on ne parle pas de votre oncle. On parle de vous. Pourquoi le Barça? Mon père, c'est un ancien joueur de WAC. عمامي كلهم خوتي خويا فوزي هو الدومي سونتر دو WAC. Attendez, معاك انت علاش البارسا؟ Mais pour ne pas prendre parti, parce que déjà dans sa famille, sont dit. لا Il y a des Rajaouis et des Wydadi. خويا يلعب الدومي سونتر ديال الرجاء. فوزي سي مون فرير. دونك انت دابا انت ما رجاوي ما ودادي. انا سوي ناجور انا بطل المغرب في السباحه سباح انا. Nous aurons compris avec M. Bounard, photographe passionné d'urbanisme et d'architecture, que l'attrait de Casablanca ne réside pas seulement dans ses murs, mais aussi et surtout dans ses habitants. Et le nom de Kedmiri est l'un des plus illustres de la ville. Allez, merci beaucoup. Merci, Au plaisir. Salut tout le monde, salut. Le nom de Louis Massignon ne sonne pas tellement marocain à l'oreille, mais il évoque tout de suite l'amour de l'islam pour les érudits. Et ce grand intellectuel français, catholique et arabisant, a laissé son nom à une école du quartier d'Aïn Seba où notre ami Yasmine nous a convoqués à la rencontre d'un autre monument marocain, bien humain, très humain celui-là. Ce monument de talent et de simplicité s'appelle Omar Sayed. Dans les années 70, les jeunesses du monde entier entraient en transe au rythme des musiques populaires. Celle du Maroc n'était pas en reste. À Casablanca, le quartier Hay Mohammedi est une véritable pépinière d'artistes qui a vu naître le groupe mythique de Nesl Riwen, dont Omar Sayed est l'un des fondateurs. الحي المحمدي بحال قلتي حي صناعي. والدينا هاجروا للحي من جميع تطوان المناطق ديال المغرب. بحال كتقول دابا الحي المحمدي ضرب مولاي الشريف مغرب صغير، مغرب مصغر، ولكن اللي غريب هادو والدينا ملي جاو كل واحد جا مع ثقافته. وكنا كنشوفوا واحد السيد هنا في الدرب هنا كان كيدير واحد البليسه وحاط فيها الفلوس قدام وكيهضر غير بالمجذوب. يعني هذا الشيء هنا تشبعنا به. بالقوافي. لان هذا الشيء هذا حنا تشحنا به وحنا صغار كنا كنصنتوا لكل شيء. والدينا كان كيهضروا بالدارجه اللي فيها ليماج. الدارجه كانت راقيه جدا هذاك الوقت، كان كل شيء بالمعنى. وحنا ملي كنا صغار كانت عندنا ودن كبيره. هذا الشيء كله حنا تشحنا به. من بعد 63 درنا فرقه كشباب. الغيوان عندها دلاله عميقه في صوره المغرب. سي لي فيو دو لا باسيون، يعني الناس الغيوان بحال شي صالون دو ميوزيك. الا حسيتي براسك مهموم ولا هذا كتمشي لعند الناس الغيوان، كتلقى واحد كيدير العود، واحد كيدير اللوطار، واحد كيدير الشعر، واحد كيدير الزجال. الراجل كيجيب شي كلام كيقول لك راه جبت شي كلام نتمنى يعجبكم، ما جبتش الشعر. لا ندعي احنا هذا الابداع ما عندناش، هذا مجرد كلام. كنا كنغنيو داكشي كنحسوا به. واللي ما شفتوني رحموا عليا، واللي ما شفتوني رحموا عليا، ولا راني مشيت ولا راني مشيت والهول الثاني والدي يا وحبابي ما صابي على الغيوان ما تخلفوا العالي. واش كنتوا واعيين في ذاك الظرف ان الكلام ديالكم والغناء ديالكم غادي يخاطب هذا الحاج نهائيا؟ ماشي مفهوم كلاسيكي، ممثلين كيغنيو.
Ces acteurs n'ont pas fait que chanter. Ils se sont levés pour le faire. Et ils ont aussi fait danser les foules, ce qui n'est pas banal chez un peuple fameux pour sa retenue. Nés dans un quartier qui a fourni de grands résistants à l'occupation française, ces artistes ont grandi sous un régime autoritaire où la parole était étroitement surveillée. Les années ont passé, mais tout le monde arabe conserve un amour intact pour ces indémodables musiciens. Et quand ils seront grands, ces enfants qui apprennent aujourd'hui à écrire la lettre N en l'associant à Nas El Riwan porteront à leur tour leurs mots éternels. Casablanca dit marhaba bikoum à tout le monde, proclame M. Bounhar. Son livre nous raconte la légende d'un ermite venu d'Irak et qui errait en silence des jours entiers sur cette plage. Les pieux casablancais avaient reconnu en lui un saint homme et ils le vénèrent encore aujourd'hui comme tel. On attachait autrefois les aliénés au sanctuaire qui lui est dédié pour les soumettre aux rigueurs du littoral, où il guérissait généralement après un naufrage de quelques nuits. Et les Français ont encore un goût pour cette belle ville qui conserve tant de traces de leur propre histoire. On trouverait à Casablanca la plus grande communauté française hors de France. Les histoires les plus tristes révèlent parfois des trésors d'humanité. Madame Aïcha Echenna est l'illustre dépositaire d'un tel trésor. Depuis 1985, elle se consacre à la cause des mères célibataires, des femmes fragiles qui trouveraient confort, soutien et opportunité au sein de son association Solidarité Féminine. En 2009, cette fervente musulmane a été récompensée aux États-Unis par le prestigieux prix Opus, qui signale les plus grandes démonstrations d'altruisme inspirées de toutes les religions du monde. Le Maroc est très fier de sa passionnariat, une battante qui n'a pas la langue dans sa poche. L'histoire qui va faire que Solidarité Féminine va être créée en tant qu'association. Je rentre de congé de maternité en 1981. Dans le bureau de l'assistante sociale, il était 5h30 de l'après-midi, et je vois cette jeune fille devant l'assistante sociale, les épaules rentrées dans son corps, et toutes elles arrivent avec cette honte qu'elle porte. Et elle était comme ça, et elle donnait le sein à son bébé. À l'époque, cette maman pouvait accoucher à la maternité, signer l'abandon et rentrer. Sauf qu'elle donnait le sein. Ça veut dire, en un mot, qu'elle n'avait pas envie d'abandonner. Et la pression sociale, économique, familiale fait qu'ils l'ont poussée à l'abandon. Et elle vient et elle demande à l'assistante sociale de l'aider à abandonner. Et au moment où elle lui présente le document pour mettre les empreintes digitales et signer l'acte d'abandon, le bébé était en train de tirer sur le sein. Il tire. Et elle va lui enlever d'un coup sec le sein de la bouche du bébé. Le lait va gicler sur le visage du bébé et le bébé va crier. Je suis rentrée à la maison en cachant mes larmes et cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Et j'ai juré, à ce moment précis, j'ai juré de faire quelque chose pour plus jamais ça. Bien des choses ont changé au Maroc depuis 1981, mais l'histoire se poursuit. À 16 ans, Aziza vit une grande détresse. Son père l'a reniée car elle a conçu son enfant en dehors des liens du mariage. C'est un drame dont Madame Aïcha Echenna a été bien souvent témoin dans sa longue carrière et qui à chaque fois a mobilisé tout son cœur débordant. وعلاش سميتها عزيزة؟ حيت عزيزة عليك، هي بنتك، طرف من دمك ولحمك. هاد البنت كيف ما كان الحال، كون ما كانش عندها تربية حسنة ما كانش غادي تشد وليدها. كيف ما كان الحال، لأنها تربات في الحنان وعطيتيها الحنان وضحيتي. اسمحي لي انا انت راكي ما عارفة والو. أنا مكتوب عليا نحط راسي في التراب وندل وعمرني ما نهز راسي. 16 عام وانا كنربي. داكشي اللي خلات فيا امها كملته هي. 16 عام وانا ضربت عمارة
في الاخر لاله كتقولي جايبه لي كرش حرامي من الزنقه قلتيني ربي حرامي في داري. Cette triste histoire est bien vraie, mais cette scène est tirée de la série de films de fiction La mère Tadja, réalisée par le cinéaste Abdellah Laraki et qui aborde de front de délicats problèmes de société. Le drame des mères célibataires et de leurs enfants innocents, victimes de préjugés tenaces, est le premier sujet de cette série qui mêle des acteurs professionnels aux véritables acteurs de la société civile. Depuis 30 ans, Aïcha Ekchena se dévoue avec force pour ces mères rejetées de leur milieu et pour leurs enfants qui autrement risqueraient d'être exposés à de graves dangers. Monsieur Lariki a invité Madame Aïcha Ekchena à jouer son propre rôle dans le premier téléfilm de sa série. Pour cela, cette grande battante n'avait besoin ni d'un scénario ni de directives artistiques. وقبل كل شيء ومن بعد كل شيء انت اب كيف ما انا ام حتى انا راني ام وكنحس بك اش كتقول راني بنت هذا المجتمع راني كابره في هذا المجتمع راه كيف ما كان الحال راه اللي وقع لك يقدر يوقع ليه لا تظنش بلي انت بوحدك. Le sujet tourne autour d'un père. Il y a dans l'histoire une maquerelle qui détourne des jeunes filles de 16 ans, 17 ans et une des filles qui a 16 ans tombe enceinte, qui est jetée à la porte par son père, qui est récupérée bien sûr chez Aïcha Ekchena dans sa solidarité féminine. Quand je lui dis l'histoire comme ça, parce que je ne voulais pas qu'elle lise le scénario, je voulais qu'elle reste elle-même, mais je lui dis, voilà, c'est une histoire d'une fille qui tombe enceinte, dont le père la jette. Elle me dit, je reçois ça tous les jours et tout, je connais. Et vous allez voir son père, qu'est-ce que vous faites? Elle m'a dit, je ne veux aucune direction. Et donc avec l'acteur, il y a eu une chose exceptionnelle, je les ai laissés travailler comme ça ensemble. Et donc j'ai mis ma caméra, je l'ai posée, et on a travaillé, et je l'ai laissé d'une manière spontanée et tout à fait improvisée parler à cet acteur et de lui dire de récupérer sa fille. Et à un moment, elle leur lui dit « Regardez-moi dans les yeux, regardez-moi ». Il la regarde, « Mettez votre main sur le cœur », il met sa main sur le cœur. Et elle lui dit « Voilà, vous êtes père ». Et bon, ce qu'elle fait tous les jours, son travail, et il a eu les larmes aux yeux. C'était un moment d'émotion terrible et je l'ai gardé comme ça, brut dans le cinéma. Aïcha Ekchena est si convaincante qu'elle a réussi à arracher de vraies larmes au grand acteur marocain Abdelatif Ramouli. Mais cela pourrait arriver à n'importe qui. Vous savez, j'ai interviewé Mme Aïcha Ekchena, puis elle m'a fait pleurer aussi en entrevue. Oui. Elle m'a fait pleurer. Absolument. C'est une dame qui a un pouvoir de communication extraordinaire et c'est ce qui a fait sa force. Je veux rester libre de mes paroles. Je suis un observatoire, je suis un centre d'observation sociale. Je parle aux gens, quelle que soit leur couleur. Je suis avec les femmes coréennes, avec les enfants coréens, mais ça fait partie de mon caractère. Quelque part à Casablanca, la plus grande ville du Maroc, ce centre de mise en forme bien équipé abrite aussi un confortable hammam qui ferait la joie des clientes les plus exigeantes de Montréal, de Paris ou même de Casablanca, une ville où les équipements de luxe ne manquent pourtant pas. D'une manière très marocaine, les femmes se retrouvent au hammam, aussi appelé bain-mort, où elles vont se détendre en recevant des soins esthétiques. Depuis l'avènement de l'islam, qui prescrit une hygiène méticuleuse pour tous les croyants, c'est leur lieu de rencontre favori. Ce hammam est l'une des nombreuses réalisations concrètes de l'association Solidarité Féminine sous la très efficace gestion de Mme Ekchena et de son équipe. Pourquoi le hammam? Je vous ai parlé tout à l'heure des femmes qui sont courbées, la honte. Non, je veux qu'elles se réapproprient leur corps en soignant le corps de l'autre. Je veux que les femmes rencontrent d'autres femmes et à partir de là, on crée un événement social. Nos grand-mères étaient très intelligentes. Elles étaient peut-être à l'intérieur de la maison, mais je vous assure qu'elles étaient à l'extérieur. Le hammam était l'endroit où elles vont pouvoir se parler de beaucoup de choses. Beaucoup de problèmes sociaux ont été résolus à partir du hammam. Nos grand-mères chantaient, elles racontaient son bonheur ou son malheur. Alors là, ça déclenchait le circuit de solidarité. La solidarité façon Aïcha Ekchena, c'est d'offrir à des jeunes femmes en détresse, souvent issues des milieux les plus défavorisés, des installations et des services de la meilleure qualité. Manière de leur dire que leur dignité ici est pleinement reconnue.
les femmes qui trouvent refuge avec leurs enfants au sein de l'association Solidarité Féminine sont efficacement encadrées par des professionnels, travailleuses sociales, psychologues et médecins. Celles qui n'ont pas de métier en apprennent un et peuvent trouver du travail dans les établissements commerciaux de l'association, comme la boulangerie, les petits magasins généraux ou le restaurant. Pendant que les jeunes mères travaillent et retrouvent le chemin de l'autonomie, des puéricultrices s'occupent de leurs enfants, comme cela se voit souvent dans les pays industrialisés. Mais l'une des grandes tâches de Madame Ekshena, c'est de réconcilier ces femmes avec leurs familles et de rapprocher, quand cela est souhaitable, les enfants de leur père biologique. Pour sensibiliser l'opinion à leur cas, Madame Ekshena a écrit Miséria, un livre qui raconte une vingtaine d'histoires de victimes, de petites bonnes ou enfants abandonnés, qui marqueront profondément l'opinion marocaine. On s'est rendu compte qu'elles ont un patrimoine de souffrance extraordinaire, qu'elles ont hérité très souvent de leur famille, surtout celles qui étaient petites bonnes. Alors, les petites bonnes ont été exploitées, elles étaient battues, victimes de violences verbales, physiques, violées, et j'en passe. Et ça, ce sont des cas que j'ai eus entre les mains. Et c'est des choses dont on ne parle pas. Il faut qu'on tienne bon. Et c'est ça qui est très difficile. Tenir bon dans le respect, tout en me faisant respecter. Le Maroc a bien changé depuis qu'Aïcha Ekshena a fondé son association Solidarité Féminine. Au départ, sa cause était suspecte. Parce qu'elle avait de la compassion pour ces jeunes mères en détresse et pour leurs enfants en danger, on l'accusait d'encourager la débauche. Le Maroc a fait un pas en 50 ans de ce qu'a fait le monde occidental en 2 siècles. Donc on a quand même été rapide et c'est un petit peu difficile pour la société marocaine. On l'a un petit peu boosté. En 2001, le roi dit aux femmes, main dans la main, ensemble, nous pouvons changer les choses. Je suis revenue vers Solidarité Féminine, j'ai dit les filles, le travail doit se faire auprès des mentalités des Marocaines. Je ne peux pas sortir sans être arrêtée à chaque coin de rue. Les gens, oui, bravo, continue, nous sommes fiers. Sa Majesté Mohamed VI, quand il m'a reçue en 2000 et qu'il me remet une médaille d'honneur, et il me dit « Je te connais, je sais ce que tu fais, je te suis, tu as ma bénédiction, continue ta mission. » L'œuvre de Madame Ekshena, qui contribue à abattre les préjugés dans son propre pays, est aussi remarquée à l'international. Le prix interreligieux Opus, qui lui a été décerné aux États-Unis en 2009, est doté d'1 million de dollars, qui viennent à point appuyer les nouveaux projets de solidarité féminine. Cette somme n'apporte pas un répit à Madame Ekshena, mais une impulsion pour en faire encore plus, pour répondre à une demande qui ne cesse de s'accroître. Il faut donner sans rien attendre en retour. J'ai envie de faire vibrer le cœur des gens. Nous sommes un laboratoire, mais nous sommes organisés comme une entreprise. Nous profitons à chaque fois de tous ceux qui viennent vers nous pour les utiliser, pour transmettre notre message. Il me montre là où il fait la sieste. On prépare l'enfant à accepter que leur mère est mère célibataire et surtout ne pas juger sa mère. Le Maroc a bien changé, notamment depuis 2004, quand Sa Majesté le roi Mohamed VI a promulgué la Moudawana, le nouveau code de la famille qui proclame l'égalité des hommes et des femmes dans le royaume. Une réforme qui donne raison à Aïcha Ekshena et à tous les Marocains désireux de voir tomber les préjugés tenaces qui minent le simple droit de tous et chacun au bonheur. Et je dois dire que les Marocains, en tant que pays arabo-musulman, a pris le courage à 36 mains pour aller dans un projet de cette sensibilité. C'est quelque chose d'extraordinaire que ça soit faisable et qu'on permette à un enfant de vivre avec sa mère et de retrouver le chemin de son père et de sa famille. C'est quand même extraordinaire. Depuis une décennie, Madame Samira Sitaïl est la jeune directrice de l'information de la télévision 2M. Elle est aussi la directrice générale adjointe de cette chaîne. C'est une battante qui occupe l'un des postes les plus en vue du paysage audiovisuel marocain. Nous l'avons rencontrée au siège de la chaîne à Casablanca. Je suis journaliste avant tout. C'est d'abord ça, je pense, la très grande qualité qui est la mienne. Je suis une femme du métier. Abdou Souiri, c'est le responsable de la radio, parce que 2M, c'est aussi une radio.
Ahlan, ça va? Tu vas bien? Le codage couleur n'autorise pas déjà ce genre de couleur. Là, le beige, là, le marron, et déjà de toute façon, de façon générale. C'est le studio dédié aux quotidiennes de l'info, entre les journaux du sport, les journaux télévisés, les directs, bien sûr. Et puis on en est très heureux, très content. On a eu beaucoup de mal, mais on l'a lancé le premier jour de Ramadan. Et vous diffusez les infos en 3 langues. Vous avez le 20h45 en langue française, le 23h, la dernière édition en langue arabe également. On a un journal Amazigh entièrement en off qui passe vers 14h. Nous sommes suivis par des millions de téléspectateurs tous les jours, pas des milliers, pas des dizaines de milliers, des millions. À vous final, merci tout le monde. Nous avons 300 chaînes de télévision privées qui nous concurrencent actuellement. Et bien évidemment, les Marocains regardent d'abord leur télévision. Nous sommes aujourd'hui au Maroc le média le plus puissant, le média le plus regardé par les Marocains, et que cette responsabilité qui pèse sur mes épaules n'autorise pas que je compose, n'autorise pas que je manipule. Bonjour tout le monde, on y va? La loi de finances va être adoptée par la seconde chambre aujourd'hui? Normalement. Il faut être plus précis, tu vois. Oui, il faut être plus précis. On l'attend à quelle heure et le débat démarre à quelle heure? Salut, c'est Wadia. Tabler sur le vote de la loi de finances, la Chambre des conseillers. Ah, c'est reporté à demain? Voilà, ça y est, c'est tranché. Ah, ok. Vous avez peut-être une vérité dans le discours qui fâche, on vous a fait beaucoup de reproches. Alors, selon vous, Madame Sitaïl, quel est le reproche que vos ennemis vous ont fait et avec lequel vous êtes d'accord? C'est le poste le plus convoité des médias marocains. Ce qu'on m'a reproché, c'est ma jeunesse. À 35 ans, être nommé directeur de l'info, ça passait pas. Plateau plus duplex, le ministre, M. Zaoud. Plateau plus VTR, Copenhague, les activistes sont de plus en plus nombreux à faire entendre leur voix. Réunis à Marrakech, plateau plus VTR, les 3500 délégués du congrès Africité, et puis plateau plus VTR, toujours à Marrakech, Cité Expo. Mais je pense qu'on m'a aussi reproché d'une manière détournée d'être une femme. C'est super, on a une amie qui est devenue directrice de l'info, du média le plus important au Maroc, formidable. On va la conseiller, on va lui dire comment elle doit gérer les choses, en bon grand frère. Et à un moment donné, vous dites, ça va, je sais comment je dois gérer ma partie. Et les conseils de grand frère qui aident la petite sœur à gérer sa charge, j'ai senti là que le fait que je sois une femme a beaucoup joué. Il n'y a pas de pourquoi, il y a beaucoup de questions. Non seulement améliorer, mais moi je crois que c'est surtout les conditions de tournage qui ne sont pas idéales. On subit des attaques. Les attaques qu'on subit par rapport à nos identités viennent aussi bien des pays du Nord, dits occidentaux, qui se disent non, l'islam, tout ça, surtout depuis 2001, les attentats du 11 septembre. Les 3 religions se sont côtoyées, se côtoient encore dans la vie de tous les jours. Vous avez certains quartiers, ici au Maroc, dans des villes, vous avez une mosquée à côté d'une synagogue, à côté d'une église. Je veux dire, les Marocains n'ont jamais eu de problème à vivre, habiter à côté d'une église ou d'une synagogue. Les Marocains musulmans, comme les Marocains juifs, n'ont jamais eu de mal à habiter à côté d'une mosquée. Dans la vie de tous les jours, ça se passe dans la sérénité. Et c'est ça que moi j'ai envie de retenir. C'est pas utopiste, c'est pas un rêve, c'est la réalité de ce qu'est notre pays. Et ce sont des valeurs qu'on a du mal à préserver. Qu'est-ce que le public canadien doit savoir de vous? Toutes ces dernières années, il y a un dynamisme, une espèce d'élan qu'a porté peut-être les gens de ma génération à s'engager. Il y a donc des difficultés aussi, il y a un rythme, ça avance pas assez pour les uns, ça avance trop vite pour les autres. Et nous, on est un peu au milieu de tout ça, à essayer de se calquer sur ce rythme que doit prendre le pays pour émerger, pour faire accepter et reconnaître ses valeurs. Aussi, on est un pays arabo-musulman, on a toute une histoire, on a un passé, on a une culture, on a des valeurs et un brassage culturel absolument unique aussi qui fait que on est marocain. Donc avec tout ça, il y a une espèce d'exaltation à vivre dans ce pays aujourd'hui
maintenant. مرحبا بكم.